Platon, Ménon ou de la vertu. Dialogue entre Socrate, Ménon, un esclave de Ménon, et Anytos. Ménon. Me dirais-tu bien, Socrate, si la vertu peut s'enseigner ou si elle ne le peut pas et ne s'acquiert que par la pratique? Ou enfin si elle ne dépend ni de la pratique ni de renseignement, et si elle se trouve dans les hommes naturellement ou de quelque autre manière? Socrate. Jusqu'à présent, Ménon, les Thessaliens étaient renommés entre les Grecs et admirés pour leur adresse à manier un cheval et pour leur richesse. Mais aujourd'hui, ils sont renommés encore, ce me semble, pour leur sagesse, principalement les concitoyens de ton ami Aristippe de Larisse. C'est à Gorgias que vous en êtes redevable, car étant allé dans cette ville, il s'est attaché par son savoir les principaux des Aléades, du nombre desquels est ton ami Aristippe, et les plus distingués d'entre eux les Thessaliens. Il vous a accoutumé à répondre avec assurance et d'un ton imposant aux questions qu'on vous fait, comme il est naturel que répondent des gens qui savent, d'autant plus que lui-même s'offre à tous les Grecs qui veulent l'interroger, et qu'il n'en est aucun auquel il ne réponde sur quelque sujet que ce soit. Mais ici, cher Ménon, les choses ont pris une face toute contraire. Je ne sais quelle espèce de sécheresse a passé sur la science, et il paraît qu'elle a quitté ces lieux pour se retirer chez vous. Du moins, si tu t'avisais d'interroger de la sorte quelqu'un d'ici, il n'est personne qui se mit à rire, et te dit « Étranger, tu me prends en vérité pour un heureux mortel, de croire que je sais si la vertu peut s'enseigner ou s'il est quelque autre moyen de l'acquérir. » Mais tant s'en faut que je sache si la vertu est de nature à s'enseigner ou non, que j'ignore même absolument ce que c'est que la vertu. Pour moi, Ménon, je me trouve dans le même cas. Je suis sur ce point aussi indigent que mes concitoyens, et je me veux bien du mal de ne savoir absolument rien de la vertu. Or, comment pourrais-je connaître les qualités d'une chose dont j'ignore la nature ? Te paraît-il possible que quelqu'un qui ne connaît point du tout la personne de Ménon sache s'il est beau, riche, noble ou tout le contraire? Crois-tu que cela se puisse? Ménon. Non. Mais il est bien vrai, Socrate, que tu ne sais pas ce que c'est la vertu. Est-ce là ce que nous publierons de toi à notre retour chez nous? Socrate. Non seulement cela, mon cher ami, mais ajoute que je n'ai encore trouvé personne qui le sût, à ce qu'il me semble. Mais non. Quoi donc? N'as-tu point vu Gorgias lorsqu'il était ici? Socrate. Si fait. Mais non. Tu as donc jugé qu'il ne savait pas? Socrate. Je n'ai pas beaucoup de mémoire, mais non. Ainsi, je ne saurais te dire à présent quel jugement je portais alors de lui. Mais peut-être sait-il ce que c'est que la vertu. Et sais-tu toi-même ce qu'il disait? Rappelle-le-moi donc. Ou, si tu l'aimes mieux, parle-moi pour ton propre compte. Car tu es sans doute là-dessus du même sentiment que lui. Mais non. Oui. Socrate. Laissons donc là Gorgias puisqu'il est absent. Mais toi, Ménon, au nom des dieux, en quoi fais-tu consister la vertu? Apprends-le-moi, et ne m'envie pas cette connaissance, afin que si vous me paraissez, toi et Gorgias, savoir ce que c'est, j'ai fait le plus heureux de tous les mensonges, lorsque j'ai dit que je n'ai encore rencontré personne qui le sût. Mais non. La chose n'est pas difficile à expliquer, Socrate. Veux-tu que je te dise d'abord en quoi consiste la vertu d'un homme? Rien de plus aisé. Elle consiste à être en état d'administrer les affaires de sa patrie, et en les administrant, de faire du bien à ses amis et du mal à ses ennemis, en prenant bien garde d'avoir rien de semblable à souffrir. Est-ce la vertu d'une femme que tu veux connaître? Il est facile de la définir. Le devoir d'une femme est de bien gouverner sa maison, de veiller à la garde du dedans et d'être soumise à son mari. Il y a aussi une vertu propre aux enfants de l'un et de l'autre sexe, et aux vieillards. Celle qui convient à l'homme libre est autre que celle de l'esclave. En un mot, il y a une infinité d'autres vertus, de manière qu'il n'y a nul embarras à dire ce que c'est, car selon l'âge, selon le genre d'occupation, chacun a pour toute action ses devoirs et sa vertu particulière. Je pense, Socrate, qu'il en est de même à l'égard du vice. Socrate.
Il paraît, mais non, que j'ai un bonheur singulier. Je ne te demande qu'une seule vertu, et tu m'en donnes un essaim tout entier. Mais pour continuer l'image empruntée aux essaims, si t'ayant demandé quelle est la nature de l'abeille, tu m'eusses répondu qu'il y a beaucoup d'abeilles et de plusieurs espèces, que m'aurais-tu dit, si je t'avais demandé encore, est-ce précisément comme abeilles que tu dis qu'elles sont en grand nombre, de plusieurs espèces et différentes entre elles? Ou ne diffèrent-elles en rien comme abeilles, mais à d'autres égards, par exemple par la beauté, la grandeur, ou d'autres qualités semblables? Dis-moi, quelle eût été la réponse à cette question? Mais non. J'aurais dit que les abeilles en tant qu'abeilles ne sont pas différentes l'une de l'autre. Socrate. Si j'avais ajouté « Mais non, dis-moi, je te prie, en quoi consiste ce par où les abeilles ne diffèrent point entre elles et sont toutes la même chose ?» Aurais-tu été en état de me satisfaire? Mais non. Sans doute. Socrate. Eh bien, il en est ainsi des vertus. Quoiqu'il y en ait beaucoup et de plusieurs espèces, elles ont tout un caractère commun par lequel elles sont vertus. Et c'est sur ce caractère que celui qui doit répondre à la personne qui l'interroge fait bien de jeter les yeux pour lui expliquer ce que c'est que la vertu. Ne comprends-tu pas ce que je veux dire? Mais non. Il me paraît que je le comprends. Cependant, je ne saisis pas encore comme je voudrais le sens de ta question. Socrate. N'est-ce qu'à l'égard de la vertu seule, mais non, que tu penses qu'elle est l'autre pour un homme, et autre pour une femme, et ainsi du reste? Que penses-tu la même chose par rapport à la santé, la grandeur, la force? Te semble-t-il que la santé d'un homme soit autre que celle d'une femme? Ou bien qu'elle a partout le même caractère en tant que santé, quelque part qu'elle se trouve, soit dans un homme, soit dans toute autre chose? Mais non. Il me paraît que c'est la même santé pour l'homme et pour la femme. Socrate. N'en dis-tu pas autant de la grandeur et de la force, en sorte que la femme qui sera forte le sera au même titre et par la même force que l'homme? Quand je dis par la même force, j'entends que la force en tant que force ne diffère en rien d'elle-même, qu'elle soit dans un homme ou dans une femme. Est-ce que tu y vois quelque différence? Mais non. Aucune. Socrate. Et la vertu, sera-t-elle différente d'elle-même en tant que vertu, qu'elle se trouve dans un enfant ou dans un vieillard, dans une femme ou dans un homme? Mais non. Je ne sais comment Socrate, il me paraît qu'il n'en est pas de ceci comme du reste. Socrate. Quoi donc? N'as-tu pas dit que la vertu d'un homme consiste à bien administrer les affaires publiques et celle d'une femme à bien gouverner sa maison? Mais non. Oui. Socrate. Est-il possible de bien gouverner, soit un État, soit une maison, soit toute autre chose, si on ne l'administre sagement et justement? Mais non. Non. Socrate. Mais si on les administre justement et sagement, n'est-ce point par la justice et la sagesse qu'on les administrera? Mais non. Nécessairement. Socrate. La femme et l'homme, pour être bons, ont donc besoin des mêmes choses, savoir, de la justice et de la sagesse. Mais non. Cela est évident. Socrate. Mais quoi? L'enfant et le vieillard, s'ils sont déréglés et injustes, seront-ils jamais bons? Mais non. Non, certes. Socrate. Mais il faut qu'ils soient sages et justes. Mais non. Oui. Socrate. Tous les hommes sont donc bons de la même manière, puisqu'ils le sont par la possession des mêmes choses. Mais non. Vraisemblablement. Socrate. Mais ils ne seraient pas bons de la même manière si leur vertu n'était pas la même vertu. Mais non. Non, sans doute. Socrate. Ainsi, puisque la vertu est la même pour tous, tâche de me dire et de te rappeler en quoi Gorgias l'a fait consister, et toi avec lui. Mais non. Si tu cherches une définition générale, qu'est-ce autre chose que la capacité de commander aux hommes? Socrate. Voilà bien ce que je cherche. Mais dis-moi, mais non. Est-ce là la vertu d'un enfant? Est-ce celle d'un esclave d'être capable de commander à son maître? Et te semble-t-il qu'on soit encore esclave alors qu'on commande? Mais non. Il me le semble point, Socrate. Socrate.
Cela serait contre toute raison, mon cher. Considère encore ceci. Tu fais consister la vertu dans la capacité de commander. N'ajouterons-nous pas justement et non justement? Mais non. C'est mon avis, car la justice, Socrate, est de la vertu. Socrate. Est-ce la vertu, mais non, ou quelque vertu? Mais non. Que veux-tu dire? Socrate. Ce que je dirais de toute autre chose. Par exemple, je dirais de la rondeur que c'est une figure, mais non pas simplement que c'est la figure. Et la raison pourquoi je parlerai de la sorte, c'est qu'il y a d'autres figures. Mais non. Tu parlerais juste. Je conviens aussi que la justice n'est pas l'unique vertu, et qu'il y en a d'autres. Socrate. Quelles sont-elles? Nomme-les. De même que je te nommerai les autres figures si tu l'exigeais de moi. Fais la même chose à l'égard des autres vertus. Mais non. Il me paraît que le courage est une vertu, ainsi que la tempérance, la sagesse, la générosité et une foule d'autres. Socrate. Nous voilà retombés, mais non dans le même inconvénient. Nous ne cherchons qu'une vertu, et nous en avons trouvé plusieurs d'une autre manière que tout à l'heure. Quant à cette vertu unique qui embrasse toutes les autres, nous ne pouvons la découvrir. Mais non. Je ne saurais, Socrate, trouver une vertu telle que tu la cherches qui convienne à toutes les vertus, comme je le ferais par rapport à d'autres choses. Socrate. Je n'en suis pas surpris. Mais je vais faire tous mes efforts pour nous mettre sur la voie de cette découverte, si j'en suis capable. Tu comprends sans doute qu'il en est ainsi de toutes les autres choses. Si donc on te faisait la question dont je parlais il n'y a qu'un moment, mais non, qu'est-ce que la figure? Et que tu répondisses, c'est la rondeur, qu'ensuite on te demanda, comme j'ai fait, la rondeur est-elle la figure ou une espèce de figure, tu dirais apparemment que c'est une espèce de figure. Mais non. Oui, Socrate. Sans doute à cause qu'il y ait d'autres figures. Mais non. Oui, Socrate. Et si on te demandait en outre quelles sont ces figures, les nommerais-tu? Mais non. Assurément, Socrate. Pareillement, si on te demandait ce que c'est que la couleur, et si après que tu aurais répondu que c'est la blancheur, on te faisait cette nouvelle question, la blancheur est-elle la couleur ou une espèce de couleur? Tu dirais que c'est une espèce de couleur, par la raison qu'il y en a d'autres. Mais non. Sans contredit. Socrate. Et si on te priait de nommer d'autres couleurs, tu en nommerais d'autres qui ne sont pas moins des couleurs que la blancheur? Mais non. Oui, Socrate. Si donc, reprenant la parole comme j'ai fait, on te disait « Nous arrivons toujours à plusieurs choses », ne me réponds pas ainsi, mais puisque tu appelles ces diverses choses d'un seul nom, et que tu le prétends qu'il n'en est pas une seule qui ne soit figure, quoique plusieurs soient opposées entre elles, dis-moi quelle est cette chose que tu nommes figure, qui comprend également la ligne droite et la courbe, et qui te fait dire que l'espace rond n'est pas moins figure que l'espace renfermé entre des lignes droites. N'est-ce pas en effet ce que tu dis? Mais non. Oui, Socrate. Lorsque tu parles de la sorte, prétends-tu pour cela que ce qui est rond n'est pas plus rond que droit, ou ce qui est droit pas plus droit que rond? Mais non. Nullement, Socrate. Socrate. Tu soutiens cependant que l'un n'est pas plus figure que l'autre, le rond que le droit. Mais non. Cela est vrai. Socrate. Essaie donc de me dire quelle est cette chose que l'on appelle figure. Si étant ainsi interrogé par quelqu'un, soit touchant la figure, soit touchant la couleur, tu lui disais « Mon cher, je ne comprends pas ce que tu me demandes et je ne sais de quoi tu veux me parler », probablement il en serait surpris et répliquerait « Tu ne conçois pas que je cherche ce qui est commun à toutes ces figures et ces couleurs. » Quoi? Mais non, n'aurais-tu rien à répondre? Au cas qu'on te demandât ce que l'espace rond, le droit et les autres figures ont de commun? Tâche de le dire, afin que cela te tienne lieu d'exercice pour ta réponse sur la vertu. Mais non. Non, mais dis-le toi-même, Socrate. Socrate.
Veux-tu que je te fasse ce plaisir? Mais non. Très fort. Socrate. Tu auras donc à ton tour la complaisance de me dire ce qu'est la vertu? Mais non. Oui. Socrate. Il me faut faire tous mes efforts. La chose en vaut la peine. Mais non. Assurément. Socrate. Allons. Essayons de t'expliquer ce que c'est que la figure. Voici, tu admets cette définition. La figure est de toutes les choses qui existent la seule qui va toujours avec la couleur. Es-tu content? Ou désires-tu quelque autre définition? Pour moi, je serais satisfait si tu m'en donnais une pareille à la vertu. Mais non. Mais cette définition est inepte, Socrate. Socrate. Pourquoi donc? Mais non. Selon toi, la figure est ce qui va toujours avec la couleur. Socrate. Eh bien, après? Mais non. Mais si l'on disait qu'on ne sait point ce que c'est que la couleur et qu'on est à cet égard dans le même embarras qu'à l'égard de la figure, que penserais-tu de la réponse? Socrate. Qu'elle est vraie. Et si j'avais affaire à un de ces hommes habiles, toujours prêts à disputer et à argumenter, je lui dirais « Ma réponse est faite. Si elle n'est pas juste, c'est à toi de prendre la parole et de la réfuter. Mais si c'était deux amis, comme toi et moi, qui veulent converser ensemble, il faudrait répondre d'une manière plus douce et plus conforme aux lois de la dialectique. Or, il est, ce me semble, plus conforme aux lois de la dialectique de ne point se borner à faire une réponse vraie, mais de n'y faire entrer que des choses dont celui qui est interrogé avoue qu'il est instruit. C'est de cette manière que je vais essayer de te parler. Dis-moi, n'y a-t-il pas quelque chose que tu appelles fin, c'est-à-dire borne et extrémité? Par ces trois mots, j'entends la même idée. Prodikos n'en conviendrait peut-être pas, mais toi, ne dis-tu pas d'une chose également qu'elle est bornée ou finie? Voilà ce que je veux dire. Rien de bien compliqué. Mais non. Oui, je le dis et je crois comprendre ta pensée. Socrate. N'appelles-tu point quelque chose surface, plan, et une autre chose solide? Par exemple, ce qu'on appelle de ce nom en géométrie. Mais non. Sans doute. Socrate. Tu es peut-être à présent en état de concevoir ce que j'entends par figure. Je dis en général de toute figure que c'est ce qui borne le solide. Et pour comprendre cette définition en deux mots, j'appelle figure la borne du solide. Mais non. Et qu'est-ce que tu appelles couleur, Socrate? Socrate. Tu es un railleur, mais non, de faire un vieillard des questions embarrassantes, tandis que tu ne veux pas te rappeler ni me dire en quoi Gorgias fait consister la vertu. Mais non. Je te le dirai, Socrate, après que tu auras répondu à ma question. Socrate. Quand on aurait les yeux bandés, mais non, on verrait à ta conversation seule que tu es beau et que tu as encore des amants. Mais non. Pourquoi cela? Socrate. Parce que tu ne fais dans tes discours autre chose que commander, ce qui est l'ordinaire des beaux jeunes gens que gâte l'habitude de la tyrannie qu'ils exercent tant qu'ils sont dans la fleur de l'âge. Outre cela, peut-être as-tu reconnu mon faible pour la beauté. J'aurai donc cette complaisance pour toi, et je répondrai. Mais non. Oui, est pour moi cette complaisance. Socrate. Veux-tu que je te réponde comme répondrait Gorgias, d'une manière qu'il te sera plus aisé de suivre? Mais non. Je le veux bien, pourquoi pas? Socrate. Ne dites-vous point, selon le système d'Empédocle, que les choses sont sujettes à des écoulements? Mais non. Très fort. Socrate. Et qu'elles ont des pores dans lesquels et au travers desquels passent ces écoulements? Mais non. Assurément. Socrate. Et que certains écoulements sont proportionnés à certains pores au lieu que pour d'autres ils sont trop grands ou trop petits? Mais non. Cela est vrai. Socrate. Et tu appelles quelque chose la vue? Mais non. Oui. Socrate. Cela posé, comprends ce que je dis, comme parle Pindare. La couleur n'est autre chose qu'un écoulement de figures, correspondant à la vue et sensible.
Mais non. Oui. Cette réponse me paraît parfaitement belle, Socrate. Socrate. Cela vient peut-être de ce qu'elle ne t'est point étrangère. Et puis, tu vois, je pense qu'il te serait aisé sur cette réponse d'expliquer ce que c'est que la voix, l'odorat et beaucoup d'autres choses semblables. Mais non. Sans doute. Socrate. Elle a je ne sais quoi de tragique, mais non. C'est pourquoi elle te plaît plus que la réponse touchant la figure. Mais non. Je l'avoue. Socrate. Elle n'est pourtant pas si bonne, fils d'Alexidémos, à ce que je me persuade. Mais l'autre vaut mieux. Je pense que tu en jugerais de même si, comme tu disais hier, tu n'étais point obligé de partir avant les mystères, mais que tu pusses rester et te faire initier. Mais non. Je resterais volontiers, Socrate, si tu consentais à me dire beaucoup de choses pareilles. Socrate. Du côté de la bonne volonté, je ne négligerai rien, tant à cause de toi qu'à cause de moi. Mais je crains bien de n'être point capable de te dire beaucoup de choses semblables. Mets-toi en devoir présentement de remplir ta promesse et de me dire ce que c'est que la vertu prise en général. Cesse de faire plusieurs choses d'une seule, comme on dit d'ordinaire en raillant à ceux qui broient. Mais laissant la vertu dans sa totalité et son intégrité, explique-moi en quoi elle consiste. Je t'ai donné des modèles pour te diriger. Mais non. Il me paraît donc, Socrate, que la vertu consiste, comme dit le poète, à se plaire aux belles choses et à pouvoir se les procurer. Ainsi j'appelle vertueux celui qui désire les belles choses et peut s'en procurer la jouissance. Socrate. Entends-tu que désirer les belles choses, ce soit désirer les bonnes? Mais non. Précisément. Socrate. Est-ce qu'il y aurait des hommes qui désirent les mauvaises choses, tandis que les autres désirent les bonnes? Ne te semble-t-il pas, mon cher, que tous désirent ce qui est bon? Mais non. Nullement. Socrate. Mais, à ton avis, quelques-uns désirent ce qui est mauvais? Mais non. Oui. Socrate. Veux-tu dire qu'ils regardent alors le mauvais comme bon, ou que le connaissant pour mauvais, ils ne laissent pas de le désirer? Mais non. L'un et l'autre, ce me semble. Socrate. Quoi? Mais non. Juges-tu qu'un homme connaissant le mal pour ce qu'il est puisse se porter à le désirer? Mais non. Très fort. Socrate. Qu'appelles-tu désirer? Est-ce désirer que la chose lui arrive? Mais non. Qu'elle lui arrive, sans doute. Mais cet homme s'imagine-t-il que... Socrate. Mais cet homme s'imagine-t-il que le mal est avantageux pour celui qui l'éprouve, ou bien sait-il qu'il est nuisible à celui en qui il se rencontre? Mais non. Il y en a qui s'imaginent que le mal est avantageux, et il y en a d'autres qui savent qu'il est nuisible. Socrate. Mais crois-tu que ceux qui s'imaginent que le mal est avantageux le connaissent comme mal? Mais non. Pour cela, je ne le crois pas. Socrate. Il est évident par conséquent que ceux-là ne désirent pas le mal, qu'ils ne le connaissent pas comme mal, mais qu'ils désirent ce qu'ils prennent pour un bien et qui est réellement un mal. De sorte que ceux qui ignorent qu'une chose est mauvaise et qui la croient bonne désirent manifestement le bien, n'est-ce pas? Mais non. Il y a toute apparence. Socrate. Mais quoi? Les autres qui désirent le mal à ce que tu dis et qui sont persuadés que le mal nuit à celui dans lequel ils se trouvent, connaissent sans doute qu'il leur sera nuisible? Mais non. Nécessairement. Socrate. Ne pense-t-il pas que ceux à qui l'on nuit sont à plaindre en ce qu'on leur nuit? Mais non. Nécessairement encore. Socrate. Et qu'en tant qu'on est à plaindre, on est malheureux? Mais non. Je le crois. Socrate. Aurait-il quelqu'un qui veuille être à plaindre et malheureux? Mais non. Je ne le crois pas, Socrate. Socrate. Si donc personne ne veut être tel, personne aussi ne veut le mal. En effet, être à plaindre, qu'est-ce autre chose que désirer le mal et se le procurer? Mais non.
Il paraît que tu as raison, Socrate. Personne ne veut le mal. Socrate. Ne disais-tu pas tout à l'heure que la vertu consiste à vouloir le bien et à pouvoir se le procurer? Mais non. Oui, je l'ai dit. Socrate. N'est-il pas vrai que dans cette définition, le vouloir est commun à tous et qu'à cet égard, nul homme n'est meilleur qu'un autre? Mais non. J'en conviens. Socrate. Il est clair par conséquent que si les uns sont meilleurs que les autres, ce ne peut être que sous le rapport du pouvoir. Mais non. Sans doute. Socrate. Ainsi, la vertu à ton compte n'est autre chose que le pouvoir de se procurer le bien. Mais non. Il me semble véritablement, Socrate, que la chose est telle que tu la conçois. Socrate. Voyons si cela est vrai, car peut-être as-tu raison. Tu fais donc consister la vertu dans le pouvoir de se procurer le bien. Mais non. Oui, Socrate. N'appelles-tu pas bien la santé, la richesse, la possession de l'or et de l'argent, des honneurs et des dignités dans l'État? Donnes-tu le nom ici de bien à d'autres choses qu'à celle-là? Mais non. Non, mais je comprends sous le nom de bien toutes les choses de cette nature. Socrate. À la bonne heure. Se procurer de l'or et de l'argent est donc la vertu, à ce que dit Ménon, hôte du grand roi par son père. Ajoutes-tu quelque chose à cette acquisition? Ménon, comme justement et saintement? Ou tiens-tu cela pour indifférent? Et cette acquisition, pour être injuste, n'en sera-t-elle pas moins de la vertu, selon toi? Mais non. Point du tout, Socrate, ce sera vice. Socrate. Il est donc, à ce qu'il paraît, absolument nécessaire que la justice ou la tempérance, ou la sainteté, ou quelque autre partie de la vertu, se rencontre dans cette acquisition, sans quoi elle ne sera point de la vertu, quoiqu'elle nous procure des biens. Mais non. Comment en effet serait-elle de la vertu sans cela? Socrate. Mais ne se procurer ni or ni argent lorsque cela n'est pas juste, et n'en procurer en ce cas à personne, n'est-ce point aussi de la vertu? Mais non, évidemment. Socrate. Ainsi, se procurer ces sortes de biens n'est pas plus de la vertu que de ne se les procurer pas, mais selon toute apparence ce qui se fait avec justice est vertu, au contraire ce qui n'a aucune qualité de ce genre est vice. Mais non. Il me semble nécessaire que la chose soit comme tu dis. Socrate. N'avons-nous pas dit un peu plus haut que chacune de ces qualités, la justice, la tempérance et toutes les autres de cette nature, sont des parties de la vertu? Mais non. Oui, Socrate. Ainsi tu joues de moi, mais non. Mais non. En quoi donc, Socrate? Socrate. En ce que t'ayant prié, il n'y a qu'un moment de ne point rompre la vertu ni la mettre en morceaux, et t'ayant donné des modèles de la manière dont tu dois répondre, tu n'as tenu aucun compte de tout cela, et tu me dis d'une part que la vertu consiste à pouvoir se procurer des biens avec justice, et d'autre part que la justice est une partie de la vertu. Mais non. Il est vrai, Socrate. Ainsi, il résulte de tes aveux que la vertu consiste à faire tout ce qu'en fait avec une partie de la vertu, puisque tu reconnais que la justice et les autres qualités semblables sont des parties de la vertu. Mais non. Eh bien, que signifie ceci? Socrate. Que bien loin de m'expliquer ce que c'est que la vertu prise en général, comme je t'en ai prié, tu me dis que toute action est la vertu pourvu qu'elle se fasse avec une partie de la vertu, comme si tu m'avais déjà expliqué ce que c'est que la vertu en général, et que je dusse la reconnaître, lors même que tu l'auras ainsi divisée en petits morceaux. Il faut donc, à ce qu'il me paraît, que je te demande de nouveau, mon cher Ménon, ce que c'est que la vertu. Et s'il est vrai que la vertu soit toute action faite avec une partie de la vertu, car c'est dire cela que de dire de toute action faite avec justice que c'est la vertu. Ne juges-tu pas qu'il est besoin de revenir à la même question, et penses-tu que ne connaissant pas la vertu elle-même, on puisse connaître ce que c'est qu'une partie de la vertu? Mais non. Je ne le pense pas. Socrate.
Car s'il t'en souvient, lorsque je t'ai répondu tout à l'heure sur la figure, nous avons condamné cette manière de répondre par ce qui est en question et dont on n'est pas encore convenu. Mais non. Nous avons eu raison de la condamner, Socrate. Socrate. Ainsi, mon cher, tandis que nous cherchons encore ce que c'est que la vertu en général, ne crois pas pouvoir en expliquer la nature à personne, en faisant entrer dans ta réponse les parties de la vertu, ni bien définir quoi que ce soit par une semblable méthode. Mais persuade-toi que la même demande reviendra toujours. Pourquoi prends-tu la vertu quand tu parles comme tu fais? Juges-tu que je ne dis rien de solide? Mais non. Au contraire, ton discours me paraît très sensé. Socrate. Ainsi, réponds-moi de nouveau. En quoi faites-vous consister la vertu, toi et ton ami? Mais non. J'avais déjà ouï dire, Socrate, avant que de converser avec toi, que tu ne savais autre chose que douter toi-même et jeter les autres dans le doute. Et je vois à présent que tu me fascines l'esprit par tes charmes et tes maléfices, enfin que tu m'as comme enchanté, de manière que je suis tout rempli de doutes. Et s'il est permis de railler, il me semble que tu ressembles parfaitement, pour la figure et pour tout le reste, à cette large torpille marine qui cause l'engourdissement à tous ceux qui l'approchent et la touchent. Je pense que tu as fait le même effet sur moi, car je suis véritablement engourdi d'esprit et de corps, et je ne sais que te répondre. Cependant, j'ai discouru 1000 fois au long sur la vertu devant beaucoup de personnes, et fort bien à ce qu'il me paraissait. Mais à ce moment, je ne puis pas seulement dire ce que c'est. Tu prends à mon avis le bon parti de ne point aller sur mer, de voyager en d'autres pays, car si tu faisais la même chose dans quelque autre ville, on te punirait bien vite du dernier supplice comme un enchanteur. Socrate. Tu es un rusé, mais non. Et tu as pensé m'attraper, mais non. En quoi donc, Socrate? Socrate. Je vois bien pourquoi tu m'as comparé, mais non. Pourquoi, je te prie? Socrate. Afin que je te compare à mon tour. Je sais que tous ceux qui sont beaux aiment qu'on les compare. Cela tourne à leur avantage, car les images des belles choses sont belles, ce me semble. Mais je ne te rendrai pas comparaison pour comparaison. Quant à moi, si la torpille, étant elle-même engourdie, jette les autres dans l'engourdissement, je lui ressemble. Sinon, je ne lui ressemble pas, car si je fais naître des doutes dans l'esprit des autres, ce n'est pas que j'en sache plus qu'eux. Je doute au contraire plus que personne, et c'est ainsi que je te fais douter, et je fais douter les autres. Maintenant, quant à la vertu, je ne sais point du tout ce que c'est. Pour toi, peut-être le savais-tu avant que de t'approcher de moi, et à ce moment tu parais ne le point savoir. Cependant, je veux examiner et chercher avec toi ce que peut être. Mais non. Et comment t'y prendras-tu, Socrate, pour chercher ce que tu ne connais en aucune manière? Quel principe prendras-tu dans ton ignorance pour te guider dans cette recherche? Et quand tu viendrais à le rencontrer, comment le reconnaîtrais-tu ne l'ayant jamais connu? Socrate. Je comprends ce que tu veux dire, mais non. Vois-tu combien est fertile en dispute ce propos que tu mets en avant? Il n'est pas possible à l'homme de chercher ni ce qu'il sait, ni ce qu'il ne sait pas, car il ne cherchera point ce qu'il sait parce qu'il le sait, et que cela n'a pas besoin de recherche, ni ce qu'il ne sait point par la raison qu'il ne sait pas ce qu'il doit chercher. Mais non. Est-ce que ce discours ne te paraît pas vrai, Socrate? Socrate. Nullement. Mais non. Me dirais-tu bien pourquoi? Socrate. Oui, car j'ai entendu des hommes et des femmes habiles dans les choses divines. Mais non. Que disaient-ils? Socrate. Des choses vraies et belles, à ce qu'il me semble. Mais non. Quoi encore? Et quelles sont ces personnes-là? Socrate. Quant aux personnes, ce sont des prêtres et des prêtresses qui se sont appliqués à pouvoir rendre raison des choses qui concernent leur ministère. C'est Pindare et beaucoup d'autres poètes. J'entends ceux qui sont divins. Pour ce qu'ils disent, le voici. Examine si leurs discours te paraissent vrais. Ils disent que l'âme humaine est immortelle, que tantôt elle s'éclipse, ce qu'ils appellent mourir, tantôt elle reparaît, mais qu'elle ne périt jamais,
que pour cette raison il faut mener la vie la plus sainte possible, car les âmes qui ont payé à Perséphone la dette de leur ancienne faute, elle les rend au bout de 9 ans à la lumière du soleil. De ces âmes sortent les rois illustres, célèbres par leur puissance, et les hommes grands par leur sagesse. Dans l'avenir, les mortels les appellent de saints héros, disent-ils. Ainsi, l'âme étant immortelle, étant d'ailleurs née plusieurs fois, et ayant vu ce qui se passe dans ce monde et dans l'autre et toutes choses, il n'est rien qu'elle n'ait appris. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'à l'égard de la vertu et de tout le reste, elle soit en état de se ressouvenir de ce qu'elle a su antérieurement. Car comme tout se tient et que l'âme a tout appris, rien n'empêche qu'en se rappelant une chose, ce que les hommes appellent apprendre, on ne trouve de soi-même tout le reste, pourvu qu'on en ait du courage et qu'on ne se laisse point de chercher. En effet, ce qu'on nomme chercher et apprendre n'est absolument que se ressouvenir. Il ne faut donc point ajouter foi aux propos fertiles en dispute que tu as avancés. Il n'est propre qu'à engendrer en nous la paresse, et il n'y a que des hommes efféminés qui puissent se plaire à l'entendre. Le mien, au contraire, les rend laborieux et inquisitifs. Ainsi je le tiens pour vrai, et je veux en conséquence chercher avec toi ce que c'est que la vertu. Mais non. J'y consens, Socrate, mais te borneras-tu à dire simplement que nous n'apprenons rien, et que ce qu'on appelle apprendre n'est autre chose que se ressouvenir? Pourrais-tu m'enseigner comment cela est ainsi? Socrate. J'ai déjà dit, mais non, que tu es rusé. Tu me demandes si je puis t'enseigner, dans le temps même que je soutiens qu'on n'apprend rien et qu'on ne fait que se ressouvenir, afin de me faire tomber sur le champ en contradiction avec moi-même. Mais non. Non, par Zeus, Socrate, je n'ai point parlé ainsi dans cette vue, mais par pure habitude. Cependant, si tu peux me montrer que la chose est telle que tu dis, montre-le-moi. Socrate. Cela n'est point aisé, mais en ta faveur je ferai tous mes efforts. Appelle-moi quelqu'un de ces nombreux esclaves qui sont à ta suite, celui que tu voudras, afin que je te fasse voir sur lui ce que tu souhaites. Mais non. Volontiers, viens ici. Socrate. Est-il grec? Et sait-il le grec? Mais non. Fort bien, il est né dans notre maison. Socrate. Sois attentif à examiner s'il te paraîtra se ressouvenir lui-même ou apprendre de moi. Mais non. J'y ferai attention. Socrate. Dis-moi, mon enfant, sais-tu que ceci est un espace? L'esclave. Oui. Socrate. L'espace carré, n'est-ce pas celui qui a les 4 lignes que voilà toutes égales? L'esclave. Oui. Socrate. N'a-t-il point encore ces autres lignes tirées par le milieu égales? L'esclave. Oui. Socrate. Ne peut-il pas y avoir un espace semblable plus grand ou plus petit? L'esclave. Sans doute. Socrate. Si donc ce côté était de 2 pieds, et cet autre aussi de 2 pieds, de combien de pieds serait le tout? Considère la chose de cette manière. Si ce côté-ci était de 2 pieds et celui-là d'1 pied seulement, n'est-il pas vrai que l'espace serait d'une fois 2 pieds? L'esclave. Oui. Socrate. Mais comme ce côté-là est aussi de 2 pieds, cela ne fait-il pas 2 fois 2? L'esclave. Oui. Socrate. L'espace devient donc de 2 fois 2 pieds. L'esclave. Oui. Socrate. Combien font 2 fois 2 pieds? Fais-en le compte et dis-le-moi. L'esclave. 4, Socrate. Socrate. Ne pourrait-on pas faire un espace double de celui-ci et tout semblable, ayant comme lui toutes ses lignes égales? L'esclave. Oui. Socrate. Combien aurait-il de pieds? L'esclave. 8. Socrate. Allons, tâche de me dire de quelle grandeur sera chaque ligne de cet autre carré. Celles de celui-là sont de 2 pieds, celles du carré double, de combien seront-elles?
L'esclave. Il est évident, Socrate, qu'elles seront doubles. Socrate. Tu vois, Ménon, que je ne lui apprends rien de tout cela, je ne fais que l'interroger. Il s'imagine à présent savoir quelle est la ligne dont doit se former l'espace de 8 pieds. Ne te le semble-t-il pas? Ménon. Oui. Socrate. Le sait-il? Ménon. Non, assurément. Socrate. Mais il croit qu'il se forme d'une ligne double. Ménon. Oui. Socrate. Observe comme la mémoire va lui revenir successivement. Réponds-moi, toi. Ne dis-tu point que l'espace double se forme de la ligne double? Je n'entends point par là un espace long de ce côté-ci et étroit de ce côté-là, mais il faut qu'il soit égal en tous sens, comme celui-ci, et qu'il en soit double, c'est-à-dire de 8 pieds. Vois si tu juges encore qu'il se forme de la ligne double. L'esclave. Oui. Socrate. Si nous ajoutons à cette ligne une autre ligne aussi longue, la nouvelle ligne ne sera-t-elle pas double de la première? L'esclave. Sans contredit. Socrate. C'est donc de cette ligne, dis-tu, que se formera l'espace double si on en tire 4 semblables. L'esclave. Oui. Socrate. Tirons-en 4 pareils à celle-ci. N'est-ce pas là ce que tu appelles l'espace de 8 pieds? L'esclave. Oui. Socrate. Dans ce carré, ne s'en trouve-t-il pas 4 égaux chacun à celui-ci qui est de 4 pieds? L'esclave. Oui. Socrate. De quelle grandeur est-il donc? N'est-il pas 4 fois aussi grand? L'esclave. Sans doute. Socrate. Mais ce qui est 4 fois aussi grand, est-il double? L'esclave. Non, par Zeus. Socrate. Combien donc est-il? L'esclave. Quadruple. Socrate. Ainsi, mon enfant, de la ligne double, il ne se forme pas un espace double, mais quadruple. L'esclave. Tu dis vrai. Socrate. Car 4 fois 4 font 16, n'est-ce pas? L'esclave. Oui. Socrate. De quelle ligne se forme donc l'espace de 8 pieds? L'espace quadruple ne se forme-t-il point de celle-ci? L'esclave. J'en conviens. Socrate. Et l'espace de 4 pieds ne se forme-t-il point de celle-là qui est la moitié de l'autre? L'esclave. Oui. Socrate. Soit. L'espace de 8 pieds n'est-il pas double de celui-ci et la moitié de celui-là? L'esclave. Sans doute. Socrate. Ne se formera-t-il pas d'une ligne plus grande que celle-ci et plus petite que celle-là? N'est-il pas vrai? L'esclave. Et il me paraît que oui. Socrate. Fort bien. Réponds toujours selon ta pensée. Et dis-moi, cette ligne, n'était-elle pas de 2 pieds et cette autre de 4? L'esclave. Oui. Socrate. Il faut par conséquent que la ligne de l'espace de 8 pieds soit plus grande que celle de 2 pieds et plus petite que celle de 4. L'esclave. Il le faut. Socrate. Tâche de me dire de combien elle doit être. L'esclave. De 3 pieds. Socrate. Si elle est de 3 pieds, nous n'avons donc qu'à ajouter à cette ligne la moitié d'elle-même, et elle sera de 3 pieds. Car voilà 2 pieds, et en voici un. De ce côté, pareillement, voilà 2 pieds, et en voici un. Et l'espace dont tu parles est fait. Esclave. Oui. Socrate. Mais si l'espace a 3 pieds de ce côté-ci et 3 pieds de ce côté-là, n'est-il point de 3 fois 3 pieds? L'esclave. Cela est évident. Socrate. Combien font 3 fois 3 pieds? L'esclave. 9 pieds. Socrate. Et l'espace double de combien de pieds devrait-il être? L'esclave. De 8. Socrate. L'espace de 8 pieds ne se forme donc pas non plus de la ligne de 3 pieds. L'esclave. Non, vraiment. Socrate. De quelle ligne se fait-il donc? Essaye de nous le dire au juste. Et si tu ne veux point l'exprimer en nombre, montre-la nous. L'esclave. Par Zeus, je n'en sais rien, Socrate. Socrate. Tu vois de nouveau, mais non, quel chemin il a fait dans la réminiscence.
Il ne savait point au commencement quelle est la ligne d'où se forme l'espace de 8 pieds, comme il ne le sait pas encore, mais alors il croyait le savoir et il a répondu avec confiance, comme s'il le savait, et il ne croyait pas être dans l'embarras à cet égard. À présent, il reconnaît son embarras, et comme il ne sait point, aussi ne croit-il point savoir. Mais non. Tu dis vrai, Socrate. N'est-il pas actuellement dans une meilleure disposition par rapport à la chose qu'il ignorait? Mais non. C'est ce qu'il me semble, Socrate. En le faisant douter et en l'engourdissant comme la torpille, lui avons-nous fait quelque tort? Mais non. Je ne le pense pas, Socrate. Au contraire, nous l'avons mis, ce semble, plus à portée de découvrir la vérité, car à présent, quoiqu'il ne sache point la chose, il la cherchera avec plaisir. Au lieu qu'auparavant il eût dit sans façon, devant plusieurs et souvent croyant bien dire, que l'espace double doit être formé d'une ligne double en longueur. Mais non. Il y a apparence, Socrate. Penses-tu qu'il eût entrepris de chercher ou d'apprendre ce qu'il croyait savoir, encore qu'il ne le sût point, avant d'être parvenu à douter, et jusqu'à ce que, convaincu de son ignorance, il a désiré savoir? Mais non. Je ne le crois pas, Socrate. Socrate. L'engourdissement lui a donc été avantageux? Mais non. Il me paraît que oui. Socrate. Considère maintenant comment, en partant de ce doute, il découvrira la chose en cherchant avec moi, tandis que je ne ferai que l'interroger, et ne lui apprendrai rien. Observe bien si tu me surprendras lui enseignant et lui expliquant quoi que ce soit, en un mot, faisant rien de plus que lui demander ce qu'il pense. Toi, dis-moi, cet espace n'est-il point de 4 pieds? Tu comprends? L'esclave. Oui. Socrate. Ne peut-on pas lui ajouter cet autre espace qui lui est égal? L'esclave. Oui. Socrate. Et ce troisième égal aux 2 autres? L'esclave. Oui. Socrate. Ne pouvons-nous pas achever la figure en plaçant cet autre espace dans cet angle? L'esclave. Sans doute. Socrate. Cela ne fait-il point 4 espaces égaux entre eux? L'esclave. Oui. Socrate. Mais quoi? Combien est tout cet espace par rapport à celui-ci? L'esclave. Il est quadruple. Socrate. Or, il nous en fallait faire un double, ne t'en souvient-il pas? L'esclave. Si fait. Socrate. Cette ligne qui va d'un angle à l'autre, ne coupe-t-elle pas en 2 chacun de ces espaces? L'esclave. Oui. Socrate. Ne voit-il point 4 lignes égales qui renferment cet espace? L'esclave. Cela est vrai. Socrate. Vois quelle est la grandeur de cet espace. L'esclave. Je ne le saisis pas. Socrate. De ces 4 espaces, chaque ligne n'a-t-elle pas séparé en dedans la moitié de chacun? N'est-il pas vrai? L'esclave. Oui. Socrate. Combien y a-t-il d'espaces semblables dans celui-ci? L'esclave. 4. Socrate. Et dans celui-ci-là, combien? L'esclave. 2. Socrate. 4. Qu'est-il par rapport à 2? L'esclave. Double. Socrate. Combien de pieds a donc cet espace? L'esclave. 8 pieds. Socrate. De quelle ligne est-il formé? L'esclave. De celle-ci. Socrate. De la ligne qui va d'un angle à l'autre de l'espace de 4 pieds? L'esclave. Oui. Socrate. Les savants appellent cette ligne diamètre. Ainsi, supposez que ce soit là son nom, l'espace double, esclave de Ménon, se formera, comme tu dis, du diamètre. L'esclave. Vraiment oui, Socrate. Socrate. Que t'en semble, Ménon? A-t-il fait une seule réponse qui ne fût son opinion à lui? Ménon. Non, il a toujours parlé de lui-même. Socrate.
Cependant, comme nous le disions tout à l'heure, il ne savait pas. Mais non. Tu dis vrai, Socrate. Ses opinions étaient-elles en lui ou non? Mais non. Elles y étaient, Socrate. Celui qui ignore a donc en lui-même, sur ce qu'il ignore, des opinions vraies. Mais non. Apparemment, Socrate. Ces opinions viennent de se réveiller en lui comme un songe. Et si on l'interroge souvent et de diverses façons sur les mêmes objets, sais-tu bien qu'à la fin il en aura une connaissance aussi exacte que qui que ce soit? Mais non. Cela est vraisemblable, Socrate. Ainsi, il saura sans avoir appris de personne, mais au moyen de simples interrogations, tirant ainsi sa science de son propre fond. Mais non. Oui, Socrate. Mais tirer la science de son fond, n'est-ce pas se ressouvenir? Mais non. Sans doute, Socrate. N'est-il pas vrai que la science qu'a aujourd'hui ton esclave, il faut qu'il l'ait acquise autrefois ou qu'il l'ait toujours eue? Mais non. Oui, Socrate. Mais s'il l'avait toujours eue, il aurait toujours été savant. Et s'il l'a acquise autrefois, ce n'est pas dans la vie présente. Ou bien quelqu'un lui a-t-il appris la géométrie, car il fera la même chose à l'égard des autres parties de la géométrie et de toutes les autres sciences. Est-il donc quelqu'un qui lui ait appris tout cela? Tu dois le savoir puisqu'il est né et qu'il a été élevé dans ta maison. Mais non. Je sais que personne ne lui a jamais rien enseigné de semblable. Socrate. A-t-il ses opinions ou non? Mais non. Il me paraît incontestable qu'il les a, Socrate. Socrate. Si donc c'est faute de les avoir acquises dans la vie présente, qu'il n'en avait pas la conscience, il est évident qu'il a eu ses opinions et qu'il les a apprises en quelque autre temps. Mais non. Apparemment, Socrate. Ce temps n'est-il pas celui où il n'était pas encore homme? Mais non. Oui, Socrate. Par conséquent, si durant le temps où il est homme et celui où il ne l'est pas, il y a en lui des opinions vraies qui deviennent science lorsqu'elles sont réveillées par des interrogations, n'est-il pas vrai que pendant toute la durée des temps, son âme n'a pas été vide de connaissances? Car il est clair que dans toute l'étendue des temps, il est ou n'est pas homme. Mais non. Cela est évident, Socrate. Si donc la vérité est toujours dans notre âme, cette âme est immortelle. C'est pourquoi il faut essayer avec confiance de chercher et de te rappeler ce que tu ne sais pas pour le moment, c'est-à-dire ce dont tu ne te souviens pas. Mais non. Il me paraît, je ne sais comment, que tu as raison, Socrate. Socrate. C'est ce qu'il me paraît aussi, mais non. À la vérité, je ne voudrais pas affirmer bien positivement que tout le reste de ce que j'ai dit soit vrai, mais je suis prête à soutenir et de paroles et d'effets, si j'en suis capable, que la persuasion qu'il faut chercher, ce qu'on ne sait point, nous rendra sans comparaison meilleurs, plus courageux et moins paresseux que si nous pensions qu'il est impossible de découvrir ce qu'on ignore et inutile de le rechercher. Mais non. Ceci me semble encore bien dit, Socrate. Socrate. Ainsi, puisque nous sommes d'accord sur ce point, qu'on doit chercher ce qu'on ne sait pas, veux-tu que nous entreprenions de chercher ensemble ce que c'est que la vertu? Mais non. Volontiers. Cependant non, Socrate. Je ferai des recherches et t'écouterai avec le plus grand plaisir sur la question que je t'ai proposée d'abord, savoir s'il faut t'appliquer à la vertu comme à une chose qui peut s'enseigner ou si on la tient de la nature ou enfin de quelle manière elle arrive aux hommes. Socrate. Si j'avais quelque autorité non seulement sur moi-même mais sur toi, mais non, nous n'examinerions si la vertu peut ou non être enseignée qu'après avoir recherché ce qu'elle est en elle-même. Mais puisque tu ne fais nul effort pour te commander à toi-même, sans doute afin d'être libre, et que d'ailleurs tu entreprends de me maîtriser, et que tu me maîtrises en effet, je prends le parti de te céder. Car que faire? Nous allons donc, à ce qu'il me semble, examiner la qualité d'une chose dont nous ne connaissons pas la nature. Cependant, relâche au moins quelque chose de ton empire sur moi, et permets-moi de rechercher par manière d'hypothèse si la vertu peut s'enseigner ou si on l'acquiert par quelque autre voie. Quand je dis par manière d'hypothèse, j'entends par cette méthode d'examen ordinaire au géomètre.
Lorsqu'on les interroge sur un espace par exemple, et qu'on leur demande s'il est possible d'inscrire telle figure triangulaire dans tel cercle, ils vous répondront « Je ne sais pas encore si cela est ainsi ». Mais en faisant l'hypothèse suivante, elle pourra nous servir par la solution du problème. Si cette figure est telle, quand en décrivant un cercle sur ces lignes données, il y a autant d'espace hors du cercle que dans la figure même, il en résultera telle chose. Et autre chose si cette condition n'est pas remplie. Cette hypothèse posée, je consens à te dire ce qui arrivera par rapport à l'inscription de la figure dans le cercle, et si cette inscription est possible ou non. Pareillement, puisque nous ne connaissons ni la nature de la vertu, ni ses qualités, examinons par une hypothèse si elle peut ou ne peut pas s'enseigner, par exemple, de la manière suivante. Si la vertu est telle ou telle chose par rapport à l'âme, elle pourra s'enseigner ou ne le pourra pas. En premier lieu, si elle est d'une autre nature que la science, est-elle susceptible ou non d'enseignement, ou, comme nous disions tout à l'heure, de réminiscence? Ne nous mettons pas en peine duquel de ces deux noms nous servirons. Si donc la vertu est d'une autre nature que la science, peut-elle s'enseigner? Ou plutôt, n'est-il pas clair pour tout le monde que la science est la seule chose que l'homme apprenne? Mais non. Il me le semble, Socrate. Si au contraire la vertu est une science, il est évident qu'elle peut s'enseigner. Mais non. Sans contredit, Socrate. Nous nous sommes débarrassés promptement de cette question. La vertu étant telle, on peut l'enseigner. Étant telle, on ne le peut pas. Mais non. Oui, Socrate. Mais il se présente en second lieu une autre question à examiner, savoir si la vertu est une science ou si elle est d'une autre nature que la science. Mais non. Il me paraît que c'est ce qu'il nous faut rechercher, Socrate. Mais quoi? Ne disons-nous pas que la vertu est un bien et que cette hypothèse qu'elle est un bien ne nous semble-t-elle pas solide? Mais non. Sans doute, Socrate. S'il y a donc quelque espèce de bien qui soit indépendant de la science, il se peut faire que la vertu ne soit point une science. Mais s'il n'est aucun genre de bien que la science n'embrasse, nous aurons raison de conjecturer que la vertu est une espèce de science. Mais non, cela est vrai, Socrate. De plus, c'est par la vertu que nous sommes bons. Mais non. Oui, Socrate. Et si nous sommes bons, par conséquent utiles, car tous les biens sont utiles, n'est-ce pas? Mais non. Oui, Socrate. Ainsi, la vertu est utile. Mais non. C'est une suite nécessaire de nos aveux. Socrate. Examinons donc quelles sont les choses qui nous sont utiles en les parcourant en détail. La santé, la farce, la beauté, la richesse. Voilà ce qu'avec d'autres choses semblables nous regardons comme utiles. N'est-il pas vrai? Mais non. Oui, Socrate. Nous disons aussi que ces mêmes choses sont quelquefois nuisibles. Es-tu d'un autre sentiment? Mais non. Non, je pense de même. Socrate. Vois en vertu de quoi toutes ces choses nous sont utiles et en vertu de quoi elles sont nuisibles. Ne sont-elles point utiles lorsqu'on en fait un bon usage et nuisibles lorsqu'on en fait un mauvais usage? Mais non. Assurément, Socrate. Considérons maintenant les qualités de l'âme. N'est-il point des qualités que tu appelles tempérance, justice, courage, facilité d'apprendre, mémoire, générosité, et ainsi du reste? Mais non. Oui, Socrate. Vois entre ces qualités celles qui te paraissent indépendantes de la science. Ne sont-elles pas tantôt nuisibles, tantôt avantageuses? Le courage, par exemple, lorsqu'il est destitué de sagesse et qu'il est simplement de l'audace, n'est-il pas vrai que quand on est hardi sans sagesse, cela tourne à notre préjudice, et au contraire à notre avantage quand la sagesse accompagne la hardiesse? Mais non. Oui, Socrate. N'en est-il pas ainsi de la tempérance et de la facilité d'apprendre qui sont utiles lorsqu'on les applique et les met en œuvre avec sagesse, et nuisibles lorsqu'on en use sans sagesse? Mais non. Oui, certes, Socrate. N'est-il pas vrai en général à l'égard de l'énergie et de la patience que quand la sagesse y préside, elle contribue à notre bonheur et à notre malheur quand la sagesse ne les gouverne pas? Mais non. Cela est vraisemblable, Socrate.
Si donc la vertu est une qualité de l'âme, si elle doit être utile, il faut qu'elle soit de la sagesse, car puisque toutes les autres qualités de l'âme ne sont par elles-mêmes ni utiles ni nuisibles, mais qu'elles deviennent l'un ou l'autre selon que la sagesse ou la folie s'y joignent, il en résulte que la vertu étant utile doit être de la sagesse. Mais non, je le pense, Socrate. Et par rapport aux autres choses, telles que la richesse et les autres semblables, que nous disions être tantôt utiles et tantôt nuisibles, ne conviens-tu pas que, comme la sagesse, lorsqu'elle est à la tête des autres qualités de l'âme, les rend utiles, et la folie nuisible? Ainsi, l'âme rend ces autres choses utiles quand elle en use et les gouverne bien, et nuisibles quand elle s'en sert mal. Mais non, sans contredit, Socrate. Or l'âme sage gouverne bien, et l'âme folle gouverne mal. Mais non, cela est vrai, Socrate. Par conséquent, ne peut-on pas dire en général que pour être un bien, tout ce qui est au pouvoir de l'homme doit être soumis à l'âme, et tout ce qui appartient à l'âme doit dépendre de la sagesse. À ce compte, la sagesse est utile. Or nous nous sommes convenus que la vertu est utile. Mais non, sans contredit, Socrate. Donc nous disons que la sagesse est ou la vertu tout entière ou une partie de la vertu. Mais non. Tout ceci me paraît bien dit, Socrate. Socrate. Mais s'il en est ainsi, les hommes ne sont donc point bons par nature. Mais non. Il paraît que non, Socrate. Car voici ce qui arriverait. Si les gens de bien étaient tels naturellement, nous aurions parmi nous des personnes qui feraient le discernement des jeunes gens bons par nature. Après qu'ils nous les auraient fait connaître, nous les recevrions de leurs mains et nous les mettrions en dépôt dans l'acropolis sous un sceau, comme on fait pour l'or et avec plus de soin encore, afin que personne ne les corrompe, et qu'étant devenus grands, ils fussent utiles à leur patrie. Mais non, cela est vraisemblable, Socrate. Socrate. Puis donc que les hommes bons ne sont pas tels par nature, apprennent-ils à le devenir? Mais non. Cela me paraît s'en suivre nécessairement. D'ailleurs, Socrate, il est évident selon notre hypothèse que si la vertu est une science, elle peut s'apprendre. Socrate. Peut-être, par Zeus, mais je crains que nous n'ayons eu tort d'accorder ce point. Mais non. Cependant, il nous semblait tout à l'heure que nous avions bien fait de l'accorder. Socrate. Pour que ce qui a été dit soit solide, il ne suffit pas qu'il nous ait paru tel au moment où nous l'avons dit, mais il doit nous le paraître encore à présent et en tout temps. Mais non. Quoi donc? Pour quelle raison ce sentiment te déplaît-il? Et ne crois-tu pas que la vertu soit une science? Socrate. Je vais te le dire, mais non. Je ne révoque point comme mal accordé que la vertu puisse enseigner si elle est une science. Mais vois-tu, si j'ai raison de douter qu'elle en soit une, dis-moi si quelque chose que soit, pour ne point parler seulement de la vertu, est de nature à être enseignée, n'est-ce pas une nécessité qu'il y en ait des maîtres et des disciples? Mais non. Je le pense, Socrate. Tout au contraire, lorsqu'une chose n'a ni maître ni disciple, ne sommes-nous pas fondés à conjecturer qu'elle ne peut point s'enseigner? Mais non. Cela est vrai. Mais crois-tu qu'il n'y ait point de maître de vertu? Socrate. Du moins, j'ai cherché souvent s'il y en avait, et après toutes les perquisitions possibles, je n'en puis trouver. Cependant, je fais cette recherche avec beaucoup d'autres, surtout de ceux que je crois les mieux au fait de la chose. Et à ce moment, mais non, voici quelqu'un qui est venu fort à propos s'asseoir auprès de nous. Faisons-lui part de notre recherche, nous en avons toutes sortes de raisons. Car en premier lieu, il est né d'un père riche et sage, nommé Antémion, qui ne doit point sa fortune au hasard ni à la libéralité d'autrui comme Ismémas le Thébain, lequel a hérité depuis peu des biens de Polycrate, mais qu'il l'a acquise par sa sagesse et son industrie. Car Antémion, d'ailleurs, ne paraît avoir rien d'arrogant, de fastueux ni de dédaigneux. C'est un citoyen modeste et rangé. De plus, il a très bien élevé et formé son fils, au jugement du peuple athénien. Aussi le choisit-il pour les plus grandes charges. C'est avec de tels hommes qu'il convient de chercher s'il y a ou non des maîtres de vertu, et quels ils sont. Aide-nous donc, Anytos, moi et Ménon ton hôte,
dans notre recherche relativement à ceux qui enseignent la vertu. Considère la chose de cette manière. Si nous voulions faire de Ménon que voici un bon médecin, chez quel maître l'enverrions-nous? N'est-ce pas chez les médecins? Anytos. Sans doute. Socrate. Mais quoi? Si nous avions en vue qu'il devint un bon cordonnier, ne l'enverrions-nous pas chez les cordonniers? Anytos. Oui. Socrate. Et ainsi du reste? Anytos. Sans contredit. Socrate. Réponds-moi encore de cette autre manière sur les mêmes objets. Nous aurions raison, disons-nous, de l'envoyer chez les médecins si nous en voulions faire un médecin. Lorsque nous parlons de la sorte, n'est-ce pas comme si nous disions que ce serait sagesse de notre part de l'envoyer de préférence chez ceux qui se donnent pour habiles dans cet art, qui prennent un salaire à ce titre, et se proposent à cette condition pour mettre à quiconque veut aller chez eux prendre des leçons. N'est-ce point pour tout cela que nous ferions bien de l'envoyer? Anytos. Oui, Socrate. N'en est-il pas de même rapport par rapport à l'art de jouer de la flûte aux autres arts? Si l'on veut faire de quelqu'un un joueur de flûte, c'est une grande folie de ne pas l'envoyer chez ceux qui font profession d'enseigner cet art, et qui exigent de l'argent à ce titre, et d'en importuner d'autres, en voulant apprendre d'eux ce qu'ils ne se donnent point pour enseigner, et quoiqu'il n'y ait aucun disciple dans la science que nous voudrions voir enseigner à ceux que nous envoyons à leur école, ne te semble-t-il pas que c'est une grande absurdité? Anytos. Oui, assurément, c'est une vraie folie. Socrate. Tu as raison. Maintenant donc, tu peux délibérer avec moi au sujet de ton hôte Ménon. Voilà déjà longtemps, Anytos, qu'il me témoigne un grand désir d'acquérir cette sagesse et cette vertu par laquelle les hommes gouvernent bien leur famille et leur patrie, rendant à leurs parents les soins qui leur sont dus, et savent recevoir et congédier leurs concitoyens et les étrangers d'une manière digne d'un homme de bien. Vois chez qui il est à propos que nous l'envoyons pour apprendre cette vertu. N'est-il pas évident, sur ce que nous disions tout à l'heure, que ce doit être chez eux qui font profession d'enseigner la vertu et se proposent publiquement pour mettre à tous les Grecs qui voudront l'apprendre, fixant pour cela un salaire qu'ils exigent de leurs disciples? Anytos. Et quels sont ces gens-là, Socrate? Socrate. Tu sais sans doute comme moi que ce sont ceux qu'on appelle sophistes. Anytos. Par Hercule, parle mieux, Socrate, que personne de mes parents, de mes alliés, de mes amis, soit concitoyen, soit étranger, ne soit jamais assez insensé pour aller se gâter auprès de ces gens-là. Ils sont manifestement la peste et le fléau de tous ceux qui les fréquentent. Socrate. Que dis-tu là, Anytos? Quoi? Parmi ceux qui font profession d'être utiles aux hommes, les sophistes seuls diffèrent des autres en ce que non seulement ils ne rendent pas meilleurs ce qu'on leur confie, comme font les autres, mais encore ils le rendent pire. Et ils osent exiger de l'argent pour cela. En vérité, je ne sais comment t'ajouter foi, car je connais un homme, c'est Protagoras, qui a plus amassé d'argent au métier de sophiste que Phidias, dont nous avons de si beaux ouvrages, et 10 autres statuaires avec lui. Cependant, ce que tu dis est bien étrange. Tandis que ceux qui rapetassent les vieux souliers et raccommodent les vieux habits ne sauraient les rendre en plus mauvais état qu'ils les ont reçus, sans qu'on s'en aperçoive au plus tard au bout de 30 jours, et ne tarderaient guère à mourir de faim, Protagoras a corrompu ceux qui le fréquentaient et les a renvoyés plus mauvais d'auprès de lui qu'ils n'étaient venus, sans que toute la Grèce n'en ait eu le moindre soupçon, et cela pendant plus de 40 ans, car il est mort âgé, je pense, d'environ 70 ans, après en avoir passé 40 dans l'exercice de sa profession. Et durant tout ce temps-là, jusqu'à ce jour, il n'a cessé de jouir d'une grande réputation. Et non seulement Protagoras, mais je ne sais combien d'autres dont les uns ont vécu avant lui, les autres vivent encore. En supposant la vérité de ce que tu dis, que faudra-t-il penser d'eux? Qu'ils trompent et corrompent sciemment la jeunesse ou qu'ils n'ont nulle connaissance du tort qu'ils lui font? Tiendrons-nous pour insensés à ce point des hommes qui passent dans l'esprit de quelques-uns pour les plus sages personnages? Anytos. Et il s'en faut bien, Socrate, qu'ils soient insensés. Les jeunes gens qui leur donnent de l'argent le sont bien plus qu'eux, et encore plus que les parents de ces jeunes gens qui le leur permettent.
Et plus que tout cela, les républiques qui souffrent qu'ils viennent chez elles et qui ne chassent point tout étranger, tout citoyen même, dès qu'il fait profession de ce métier. Socrate. Quelqu'un de ces sophistes t'a-t-il fait du tort, Anytos? Ou pour quelle autre raison es-tu de si mauvaise humeur contre eux? Anytos. Par Zeus, je n'ai jamais eu de commerce avec aucun d'eux, et je ne souffrirais pas qu'aucun des miens les approchât. Socrate. Tu n'as donc nulle expérience de ces gens-là? Anytos. Et puis-je ne jamais en avoir? Socrate. Comment donc, mon cher, n'ayant nulle expérience d'une chose, saurais-tu si elle est bonne ou mauvaise? Anytos. Fort aisément. En tout cas, soit que j'en ai essayé ou non, je les connais pour ce qu'ils sont. Socrate. Tu es devin peut-être, Anytos, car sur ce que tu dis, je serais surpris que tu les connusses autrement. Quoi qu'il en soit, nous ne cherchons point des hommes chez qui Ménon ne pourrait aller sans devenir mauvais. Que les sophistes soient de ce caractère, si tu le veux, à la bonne heure. Indique-nous du moins et rends ce service à un ami de ta famille, de lui apprendre auprès de qui il doit se rendre, dans une aussi grande ville qu'Athènes, pour devenir recommandable dans le genre de vertu dont je viens de te parler. Anytos. Pourquoi ne les lui indiques-tu pas toi-même? Socrate. Je lui ai nommé ceux que je tenais pour maîtres en fait de vertu. Mais si je t'en crois, je n'ai rien dit qui vaille. Et peut-être tu ne te trompes point. Nomme-lui donc à ton tour quelque Athénien chez qui ils doivent aller, le premier que tu voudras. Anytos. Qu'est-il besoin que je lui nomme quelqu'un en particulier? Il n'a qu'à s'adresser au premier Athénien vertueux. Il n'en est aucun qui ne le rende meilleur qui ne ferait les sophistes s'il veut écouter ses avis. Socrate. Mais ces hommes vertueux sont-ils devenus tels d'eux-mêmes, sans avoir reçu de leçons de personne? Et n'en sont-ils pas moins en état d'enseigner aux autres ce qu'ils n'ont point appris? Anytos. Je prétends qu'ils ont pris des instructions de ceux qui les ont précédés et qui étaient eux-mêmes des hommes vertueux. Crois-tu donc que cette ville n'a point produit de vertueux citoyens? Socrate. Je pense, Anytos, qu'il y a en cette ville des hommes recommandables par leurs vertus politiques et qu'il n'y en a pas eu moins autrefois jusqu'à présent. Mais ont-ils été bons maîtres de leurs propres vertus? Car voilà ce dont il est question entre nous, et non pas s'il y a ou non ici des hommes vertueux, ni s'il y en a eu autrefois. Nous examinons depuis longtemps si la vertu peut s'enseigner. Cet examen nous conduit à rechercher si les hommes vertueux du temps présent et du temps passé ont eu le talent de communiquer à d'autres la vertu dans laquelle ils excellaient, ou si cette vertu ne peut se transmettre à personne, ni passer par voie d'enseignement d'un homme à un autre. Voilà la question qui nous occupe depuis longtemps, Ménon et moi. Examine ainsi la chose selon tes propres paroles. Ne conviendras-tu pas que Thémistocle était un citoyen vertueux? Oui, Anytos. Oui, certes, et de la plus haute vertu. Socrate. Et conséquemment que si jamais quelqu'un a pu donner des leçons de sa propre vertu, il était un excellent maître de la sienne. Anytos. Je le pense, s'il l'eût voulu. Socrate. Mais crois-tu qu'il n'eût pas voulu former d'autres citoyens et principalement son fils? Ou penses-tu qu'il lui porta envie et que de dessein prémédité, il ne lui ait pas transmis la vertu dans laquelle il excellait? N'as-tu pas ouï dire que Thémistocle a pris à son fils Cléophante à être un bon cavalier? Ainsi se tenait-il debout sur un cheval, lançant un javelot dans cette posture, et faisait-il d'autres tours d'adresse merveilleux que son père lui avait enseignés, l'ayant rendu également habile dans toutes les autres choses qui sont du ressort des meilleurs maîtres. N'est-ce pas là ce que tu as entendu raconter à nos vieux citoyens? Anytos. Cela est vrai. Socrate. Or on ne pourrait pas dire que son fils n'eut pas de disposition naturelle. Anytos. Non, probablement. Socrate. Mais quoi? As-tu jamais ouï dire à aucun citoyen, jeune ou vieux, que Cléophante, fils de Thémistocle, est excellé dans les mêmes choses que son père? Anytos. Pour cela, non. Socrate. Croyons-nous qu'il ait voulu que son fils apprit tout le reste et qu'il ne l'eût pas rendu meilleur que ses voisins dans la science qu'il possédait, si la vertu était de nature à s'enseigner? Anytos. Non, par Zeus. Socrate.
Voilà quel maître de vertu a été cet homme qui, de ton aveu, tient un rang distingué entre les plus fameux du siècle précédent. Considérons-en un autre, Aristide, fils de Lysimachie. N'avoues-tu pas que celui-ci a été un homme vertueux? Anytos. Oui, et très vertueux. Socrate. Aristide a pareillement donné à son fils Lysimachie une éducation aussi belle qu'aucun autre Athénien en tout ce qui dépend des maîtres. Mais te semble-t-il qu'il l'ait rendu plus homme de bien que le premier venu? Tu l'as fréquenté, tu sais qui il est. Voyons si tu veux Périclès, cet homme d'un mérite si extraordinaire. Tu sais qu'il a élevé 2 fils, Paralos et Xantippos. Anytos. Oui. Socrate. Tu n'ignores pas non plus qu'il en a fait d'aussi bons cavaliers qu'il y en est dans Athènes, qu'il les a instruits dans la musique, dans la gymnastique et en tout ce qui est du ressort de l'art, au point qu'il ne le cède à personne. N'a-t-il donc pas voulu en faire des hommes vertueux? Sans doute qu'il l'a voulu, mais apparemment que cela ne peut pas s'enseigner. Et de peur que tu ne te figures que la chose n'a été impossible qu'à un petit nombre d'Athéniens, gens du commun, fais réflexion que Thucydide a aussi élevé 2 fils, Mélésias et Stéphanos, qui les a très bien formés pour tout le reste, et qu'en particulier il luttait avec plus d'adresse qu'aucun Athénien. Aussi avait-il confié l'un à Xanthias et l'autre à Évodoros, qui y passaient pour les 2 meilleurs lutteurs d'alors. Ne t'en souvient-il pas? Anytos. Pour l'avoir entendu dire. Socrate. N'est-il pas clair que Thucydide, ayant fait apprendre à ses enfants des choses qui l'obligeaient à de grandes dépenses, n'eût jamais négligé de leur apprendre à être des hommes vertueux, ce qui ne lui aurait rien coûté si la vertu pouvait s'enseigner? Dira-t-on que Thucydide était un homme du commun, qu'il n'avait pas un très grand nombre d'amis parmi les Athéniens et leurs alliés? Au contraire, il était d'une grande famille et avait beaucoup de crédit dans sa patrie et chez les autres Grecs, de sorte que si la vertu était une chose qui pût s'enseigner, il aurait trouvé aisément quelqu'un, soit parmi ses concitoyens, soit parmi les étrangers, qui aurait rendu ses enfants vertueux si le soin des affaires publiques ne lui en fût pas laissé le loisir. Mais mon cher Anytos, je crains fort que la vertu ne puisse s'enseigner. Anytos. À ce que je vois, Socrate, tu ne te gênes pas pour dire du mal des gens. Si tu voulais m'écouter, je te conseillerais d'être plus réservé, parce qu'il est plus facile, en toute autre ville peut-être, de faire du mal que du bien à qui l'on veut, mais en celle-ci beaucoup plus qu'ailleurs. Je crois que tu en sais quelque chose par toi-même. Socrate. Mais non, il me paraît qu'Anytos se fâche, et je ne m'en étonne pas, car d'abord, il s'imagine que je dis du mal de ces grands hommes, et de plus il se flatte d'être de ce nombre. Mais s'il vient jamais à connaître ce qu'est de dire du mal, il cessera de se fâcher. Pour le présent, il l'ignore. Dis-moi donc, Ménon, n'avez-vous point aussi chez vous des hommes vertueux? Ménon. Assurément, Socrate. Eh bien, veut-il servir de maître aux jeunes gens, se donne-t-il pour l'être, et reconnaissent-ils que la vertu peut s'enseigner? Ménon. Par Zeus, non, Socrate. Mais tu leur entendras dire tantôt que la vertu peut s'enseigner, tantôt qu'elle ne le peut pas. Socrate. Tiendrons-nous donc pour maîtres de vertu ceux qui ne sont pas encore convenus que la vertu puisse avoir des maîtres? Mais non. Oh, je ne le pense pas, Socrate. Socrate. Mais quoi? Ces sophistes, les seuls qui se portent maîtres en fait de vertu, le sont-ils à ton avis? Mais non. Ce qui me plaît surtout dans Gorgias, Socrate, c'est qu'on ne l'entendra jamais promettre rien de semblable. Au contraire, il se moque des autres qui se vantent de l'enseigner. Pour lui, il se flatte seulement d'être capable de rendre habile dans l'art de la parole. Socrate. Ainsi tu ne juges pas que les sophistes soient des maîtres de vertu. Mais non. Je ne sais que te répondre là-dessus, Socrate. Je suis à cet égard dans le même cas que bien d'autres. Tantôt ils me paraissent tels, tantôt non. Socrate. Tu sais bien que vous n'êtes pas les seuls, toi et les autres politiques, qui pensiez tantôt que la vertu peut s'enseigner, tantôt qu'elle ne le peut pas, que le poète Théognis dit la même chose. Mais non. Où donc? Socrate. Dans ses élégies, où il dit « Bois, mange avec ceux qui jouissent d'un grand crédit,
Tiens-toi auprès d'eux et tâche de leur plaire, car tu apprendras de bonnes choses avec les bons. Mais si tu fréquentes les méchants, tu perdras même ce que tu as de raison. Vois-tu que dans ces vers, il parle comme si la vertu pouvait s'enseigner? Mais non. Évidemment, Socrate. Ailleurs, il change un peu d'avis et dit « Si l'on pouvait donner à l'homme l'intelligence, alors, dit-il, ils en retireraient de grandes sommes d'argent, ceux qui posséderaient ce secret. Jamais le fils d'un père vertueux ne deviendrait méchant en suivant ses sages conseils, mais toutes les leçons ne feront point d'un méchant un honnête homme. » Remarques-tu comment il se contredit sur les mêmes objets? Mais non, cela est évident, Socrate. Pourrais-tu me nommer quelque autre chose où ceux qui font profession de l'enseigner, loin d'être regardés en ce point comme les maîtres des autres, passent au contraire pour ne la point savoir eux-mêmes, et pour être mauvais dans cette chose même dans laquelle ils se vantent d'être maîtres, et où ceux que l'on tienne unanimement pour bons et habiles disent tantôt qu'elle peut s'enseigner, tantôt qu'elle ne le peut pas. Reconnaîtrais-tu pour les véritables maîtres en quelque genre que ce soit des hommes qui seraient aussi peu d'accord avec eux-mêmes? Mais non. Non, pas moi, par Zeus, Socrate. Si donc ni les sophistes, ni les gens de bien eux-mêmes ne sont maîtres de vertu, il est évident que personne ne l'est. Mais non. Il ne me paraît pas, Socrate. Mais s'il n'y a point de maître, il n'y a pas non plus de disciple. Mais non. La chose me semble telle que tu dis, Socrate. Or nous sommes convenus qu'une chose qui n'a ni maître ni disciple ne peut s'enseigner. Mais non. Nous en sommes convenus, Socrate. Et nous ne voyons nulle part de maître de vertu. Mais non. Cela est vrai, Socrate. Puisqu'elle n'a point de maître, elle n'a pas non plus de disciple. Mais non, je l'avoue, Socrate. La vertu ne peut donc pas s'enseigner. Mais non. Mais non. Il n'y a pas d'apparence si nous n'y sommes pris comme il faut dans cet examen. Cependant, Socrate, je ne comprends pas qu'il n'y ait point en effet des gens vertueux, ou s'il y en a, de quelle manière ils sont devenus tels. Socrate. Mais non, il paraît que nous ne sommes guère habiles, ni toi ni moi, et que nous avons été mal formés, toi par Gorgias, moi par Prodicus. Il faut par conséquent donner tous nos soins à nous-mêmes plus qu'à nulle autre chose, et chercher quelqu'un qui nous rende meilleurs par quelque moyen que ce soit. Je dis cela à l'égard de la discussion où nous venons d'entrer, et je trouve qu'il est ridicule pour nous de n'avoir point aperçu que la science n'est pas la seule chose en vertu de laquelle les hommes seront en état de bien conduire leurs affaires, ou peut-être, quand nous n'accordons pas ce point, que la science n'est pas le seul moyen de bien conduire ses affaires, et qu'il y a en un autre, n'en connaissons-nous pas davantage, de quelle manière se forment les hommes vertueux. Mais non. Que veux-tu dire par là, Socrate? Socrate. Le voici. Nous avons eu raison d'avouer que les hommes vertueux doivent être utiles, et que la chose ne saurait être autrement, n'est-ce pas? Mais non. Oui, Socrate. Nous avons encore fait bien d'accorder qu'ils ne seront utiles qu'autant qu'ils conduiront bien les affaires. Mais non. Oui, Socrate. Mais il paraît que nous avons eu tort de convenir qu'on ne peut bien gouverner les affaires sans science. Mais non. Pourquoi aurions-nous eu tort, Socrate? Je vais te le dire. Si quelqu'un, sachant le chemin qui conduit à Larice, ou en tel autre endroit qu'il te plaira, se mettait lui-même dans cette route et servait de guide à d'autres, n'est-il pas vrai qu'il les conduirait bien? Mais non. Sans doute, Socrate. Mais un autre qui se ferait une opinion juste de ce chemin, quoiqu'il n'eût pas été et qu'il ne le sût pas, ne conduit-il pas bien aussi? Mais non. Assurément, Socrate. Et tandis qu'il aura une opinion vraie sur les mêmes objets, dont l'autre a une pleine connaissance, il ne sera pas moins bon conducteur que lui, quoiqu'il atteigne le vrai non par la science, mais par conjecture. Mais non. Soit, Socrate. Ainsi, l'opinion vraie ne dirige pas moins bien que la science par rapport à la rectitude d'une action.
Et voilà ce que nous avons omis d'examiner dans notre recherche sur les propriétés de la vertu, quand nous avons dit que la science seule apprend à bien l'agir, tandis que l'opinion vraie produit le même effet. Mais non. Tu as raison, Socrate. L'opinion vraie n'est donc pas moins utile que la science. Mais non. Avec cette différence, Socrate, que celui qui a la science en partage arrive toujours à son but, au lieu que celui qui n'a que l'opinion vraie y parvient quelquefois et quelquefois aussi le manque. Socrate. Que dis-tu? Quand on a toujours l'opinion vraie, ne parvient-on pas toujours au but, tant qu'on est dirigé par cette vraie opinion? Mais non. Cela me paraît incontestable. Mais la chose étant ainsi, je suis étonné, Socrate, pourquoi on fait beaucoup plus de cas de la science que de l'opinion droite, et pourquoi ce sont deux choses différentes? Socrate. Sais-tu d'où vient ton étonnement, ou te l'apprendrai-je? Mais non. Apprends-le-moi, Socrate. C'est que tu n'as pas fait attention au statut de Dédale. Peut-être n'en avez-vous pas chez vous. Mais non. À quel propos dis-tu cela, Socrate? Parce que ces statues, si elles n'ont pas un ressort qui les arrête, s'échappent et s'enfuient, au lieu que celles qui sont arrêtées demeurent en place. Mais non. Qu'est-ce que cela fait, Socrate? Ce n'est pas une chose bien précieuse d'avoir quelqu'une de ces statues qui ne se sont point arrêtées, comme d'avoir un esclave fuyard, car elles ne restent point en place. Mais pour celles qui sont arrêtées, elles sont d'un grand prix, et ce sont véritablement de beaux ouvrages. À quel sujet ai-je rapporté ceci? Ah, au sujet des opinions vraies. En effet, les opinions vraies, tant qu'elles demeurent, sont une belle chose et produisent de toutes sortes d'avantages. Mais elles ne veulent guère demeurer longtemps, et elles s'échappent de l'âme de l'homme, en sorte qu'elles ne sont pas d'un grand prix, à moins qu'on ne les arrête en établissant entre elles le lien de la cause à l'effet. C'est, mon cher Ménon, ce que nous avons appelé précédemment réminiscence. Ces opinions ainsi liées deviennent d'abord science et alors demeurent stables. Voilà par où la science est plus précieuse que l'opinion vraie, et comment elle en diffère par l'enchaînement. Mais non. Par Dieu, s'il paraît bien, Socrate, que c'est quelque chose d'approchant. Socrate. Je n'en parle pas non plus comme un homme qui sait, mais je conjecture. Cependant, lorsque je dis que l'opinion vraie est autre chose que la science, je ne pense pas tout à fait que ce soit là une conjecture. Si je pouvais dire de quelque chose que je la sais, et je l'oserais de bien peu de choses, j'assurerais que celle-ci est du nombre de celles que je sais. Mais non. Tu as raison, Socrate. Socrate. Mais quoi? N'ai-je pas encore raison quand je soutiens que si l'opinion vraie dirige une entreprise, elle ne l'exécutera pas moins bien que la science? Mais non. Je crois que tu dis vrai encore en cela. Socrate. Ainsi l'opinion vraie n'est ni inférieure à la science, ni moins utile par rapport aux actions. Et à cet égard, celui qui a l'opinion vraie ne le cède point à celui qui a la science. Mais non. J'en conviens. Socrate. Or, nous sommes convenus que l'homme vertueux est utile. Mais non. Oui, Socrate. Par conséquent, puisque les hommes vertueux et utiles aux États, s'il y en a, sont tels non seulement par la science, mais aussi par l'opinion vraie, et que ni l'une ni l'autre, ni la science ni l'opinion vraie, ne sont un présent de la nature, que d'ailleurs elles ne peuvent s'acquérir, ou bien crois-tu que l'une ou l'autre soit un présent de la nature? Mais non. Je ne le pense pas, Socrate. En ce cas, les hommes vertueux ne sont donc pas tels par nature? Mais non. Non, sans doute. Socrate. La vertu n'étant point naturelle à l'homme, nous avons examiné ensuite si elle pouvait s'enseigner. Mais non. Oui, Socrate. N'avons-nous pas jugé qu'elle pouvait s'enseigner à la condition qu'elle fût la même chose que la science? Mais non. Oui, Socrate. Et qu'elle était la même chose que la science à la condition qu'elle pût s'enseigner? Mais non. Oui, Socrate. Et que s'il y avait des maîtres de vertu, elle pouvait s'enseigner, que s'il n'y en avait point, elle ne le pouvait pas? Mais non. Oui, Socrate. Or nous sommes convenus qu'il n'y a point de maître de vertu. Mais non. Cela est vrai.
Socrate. Nous avons reconnu par conséquent qu'elle ne peut s'enseigner et qu'elle n'est point la science. Mais non. Oui. Socrate. Mais nous sommes tombés d'accord qu'elle est un bien. Mais non. Oui. Socrate. Et que ce qui dirige bien est bon et utile. Mais non. Oui. Socrate. Et que deux choses seulement dirigent bien l'opinion vraie et la science, avec le secours desquelles l'homme se dirige bien, car ce qui arrive par hasard n'est point l'effet d'une direction humaine. Et ces deux choses seulement dirigent bien l'homme, l'opinion vraie et la science. Mais non. Je pense de même. Socrate. Or, puisque la vertu ne peut pas s'enseigner, déjà, elle n'est pas la science. Mais non. Évidemment non. Socrate. De ces deux choses bonnes et utiles, en voilà donc une mise hors de rang, et la science ne saurait servir de conductrice dans les affaires publiques. Mais non. Et il me semble que non. Socrate. Par conséquent, ce n'est point par une certaine sagesse, ni étant sages eux-mêmes que Thémistocle et les autres, dont Anytos parlait tout à l'heure, ont gouverné les États. C'est pourquoi ils n'ont pu rendre les autres ce qu'ils étaient en eux-mêmes, parce qu'ils n'étaient point tels par science. Mais non. Il y a apparence que la chose est comme tu dis, Socrate. Socrate. Si donc ce n'est point la science, reste que ce soit l'opinion vraie qui dirige les politiques dans la bonne administration des États. En fait de connaissance, ils ne diffèrent en rien des prophètes et des devins inspirés. En effet, ceux-ci annoncent beaucoup de choses vraies, mais ils ne savent aucune des choses dont ils parlent. Mais non. Très vraisemblablement. Socrate. Mais ne convient-il pas, mais non, d'appeler divins ceux qui, étant dépourvus d'intelligence, réussissent en je ne sais combien de grandes choses qu'ils font et qu'ils disent? Mais non. Oui. Socrate. Nous aurons donc raison de nommer divins les prophètes et les devins dont on vient de parler, et tous ceux qui ont le génie poétique. Et nous serons pour le moins aussi bien fondés à accorder ce titre aux politiques, les regardant comme des hommes saisis d'enthousiasme, inspirés et animés par la divinité, lorsqu'ils réussissent en parlant sur bien des affaires importantes, sans avoir aucune science sur ce qu'ils disent. Mais non. Assurément. Socrate. Aussi les femmes, mais non, appellent-elles divins les hommes vertueux. Et les lacédémoniens, quand ils veulent faire l'éloge d'un homme de bien, disent « c'est un homme divin ». Mais non. Et il est évident, Socrate, qu'ils ont raison, quoique peut-être Anytos s'offense de tes discours. Socrate. Je ne m'en mets pas en peine, je m'entretiendrai avec lui une autre fois, mais non. Pour ce qui nous regarde, si dans tout ce discours nous avons examiné et traité la chose comme nous devions, il s'ensuit que la vertu n'est point naturelle à l'homme, ni ne peut s'apprendre, mais qu'elle arrive, par une influence divine, à ceux en qui elle se rencontre sans intelligence de leur part, à moins qu'on ne nous montre quelque politique en état de communiquer son habileté à un autre. S'il s'en trouve un, nous dirons de lui qu'il est entre les vivants ce qu'est Tirésias entre les morts, au rapport d'Homère, lequel dit de ce devin qu'il est le seul sage aux enfers, et que les autres ne sont que des ombres errantes à l'aventure. De même, cet homme serait à l'égard des autres pour la vertu ce que la réalité est à l'ombre. Mais non. Cela me paraît parfaitement bien dit, Socrate. Socrate. Et il paraît donc, d'après ce raisonnement, mais non, que la vertu vient par un don de Dieu à ceux qui la possèdent. Mais nous ne saurons le vrai à ce sujet que lorsqu'avant d'examiner comment la vertu se trouve dans les hommes, nous entreprendrons de chercher ce qu'elle est en elle-même. Maintenant il est temps que je me rende quelque part. Pour toi, persuade à ton hôte Anytos les choses dont tu es persuadé toi-même, afin qu'il soit plus traitable. Si tu réussis à le convaincre, tu rendras service aux Athéniens.